Rien n'est plus pénible pour l'esprit humain, après que les sentiments ont été ruinés par une succession rapide d'événements, que de retrouver le calme et l'inaction qui excluent à la fois l'espérance et la peur. Justine était morte, elle était enterrée, et moi j'étais vivant. Le sang coulait sans entrave dans mes veines, mais des vagues de remords et de désespoir m'oppressaient le cœur, et je ne pouvais rien oublier. Je n'étais plus à même de dormir, gérée comme un esprit malfaisant, car j'avais été l'auteur d'actes immondes, horribles au-delà de toute expression, et d'autres, beaucoup d'autres, j'en étais persuadée, allaient encore survenir. Et pourtant mon cœur débordait d'affection et d'amour pour la vertu. J'étais entrée dans la vie avec des intentions bienveillantes, et j'avais souhaité, une fois que je réussirais à les mettre en pratique, me rendre utile à mes semblables. Maintenant, tout était détruit. Au lieu d'avoir la conscience sereine, ce qui m'aurait permis de considérer le passé avec satisfaction et d'aller vers l'avenir avec de nouveaux espoirs, j'étais habitée par le remords et par le sentiment de ma culpabilité. Et je vivais dans un enfer, au milieu de tortures sans nombre qu'aucun langage ne pourrait rendre. Cet état d'esprit agit sur ma santé, laquelle sans doute ne s'était jamais entièrement rétablie depuis le premier choc qu'elle avait subi. Je fuyais le visage des hommes, le moindre bruit de joie ou de réjouissance m'énervait. La solitude était ma seule consolation, une profonde, une obscure, une mortelle solitude. Mon père constata avec peine ce changement perceptible dans mon caractère et mes habitudes, avec des arguments que lui inspirait ma conscience sereine et sa vie sans reproche. Il s'efforça de me donner courage et de me rendre la force qui dissiperait ce sombre nuage au sein duquel je vivais. « Penses-tu, Victor, me dit-il, que je ne souffre pas moi aussi ? Personne ne pourrait aimer un enfant autant que j'ai aimé ton frère. » Pendant qu'il parlait, ses yeux se mouillèrent de larmes. Mais n'est-ce pas un devoir pour ceux qui survivent de s'abstenir d'augmenter leur chagrin en manifestant exagérément sa propre douleur ? C'est là en outre un devoir envers toi-même, car une peine excessive empêche tout apaisement et même l'accomplissement du devoir quotidien sans lequel un homme ne peut pas vivre en société. Ces conseils, quoique excellents, étaient totalement inapplicables à mon cas. J'aurais été le premier à cacher ma peine et à consoler mes amis si, à côté de tous mes autres sentiments, n'était pas venu s'ajouter le remords et une terreur alarmante. Maintenant, je ne pouvais que répondre à mon père par des regards désespérés et essayer de me soustraire à sa vue. Vers cette époque, nous nous retirâmes dans notre propriété de Bellerive. Ce changement était particulièrement bienvenu pour moi. La fermeture régulière des portes de la ville à 10 heures et l'impossibilité d'aller vers le lac après 7 heures avaient rendu fort désagréable mon séjour à l'intérieur des murs de Genève. J'étais libre à présent. Souvent, après que le reste de la famille se retirait pour la nuit, je prenais une barque et passais de longues heures sur l'eau. Et parfois, toute voile dehors, je me laissais pousser par le vent, ou alors, après avoir ramé jusqu'au milieu du lac, je laissais mon embarcation dériver et je m'abandonnais à de sombres réflexions. Quand tout était silencieux alentour, quand il ne restait que moi comme créature inquiète au milieu de ce site si beau et si merveilleux, si l'on accepte quelques chauves-souris et quelques grenouilles dont le coassement rude et continu ne se percevait qu'aux abords du rivage, j'étais régulièrement tentée de me précipiter dans le lac afin que ses eaux puissent se refermer à jamais sur moi et sur mes malheurs. Mais j'étais retenue par la pensée de l'héroïque Élisabeth que j'aimais tendrement et dont l'existence était fondée sur la mienne. Je pensais aussi à mon père et aux frères qui me restaient. Pouvais-je donc, par ma désertion honteuse, les laisser exposés sans aucun moyen de défense à la malice de la créature que j'avais moi-même déchaînée sur eux ?
Dans ces moments-là, je pleurais amèrement et je souhaitais recouvrer la paix afin d'apporter aux miens la consolation et le bonheur. Mais ce n'était pas possible. Les remords étranglaient le moindre espoir. J'avais été l'auteur des plus effroyables turpitudes et je vivais dans la crainte quotidienne de revoir le monstre que j'avais créé perpétrer de nouveaux horribles forfaits. J'avais l'obscur sentiment que tout n'était pas fini, qu'il allait encore commettre quelques crimes odieux qui, par leur énormité, effaceraient même peut-être le souvenir des précédents. Tout était à craindre aussi longtemps que vivrait un être cher. La répulsion que j'éprouvais pour le monstre était infinie. Quand je pensais à lui, je grinçais des dents, mes yeux s'enflammaient, et je désirais avec ardeur détruire la vie que j'avais conçue comme un démon. Songeant à ses crimes, à sa perversité, à sa haine, ma volonté de revanche n'avait aucune limite. J'aurais même entrepris un pèlerinage sur le plus haut sommet des Andes s'il avait fallu précipiter le monstre parmi les rochers. Je voulais le revoir juste pour le damner, lui crier ma haine et venger la mort de William et de Justine. Notre maison était la maison du deuil. La santé de mon père avait été fortement secouée par l'horreur des récents événements. Elisabeth était morose et abattue. Elle ne prenait plus aucun plaisir à ses occupations habituelles. Toute joie lui semblait un sacrilège envers les morts. Gémir, pleurer sans cesse, c'était à ses yeux les seuls tributs qu'il fallait payer à l'innocence détruite et bafouée. Elle n'était plus du tout cette créature heureuse qui, lorsque nous étions jeunes, se promenait sur les bords du lac et parlait avec ravissement de nos futurs projets. Le premier de ces chagrins qui nous sont envoyés pour nous détourner du monde l'avait frappée, et son obscure influence lui ravissait ses plus chers sourires. « Quand je pense, mon cher cousin, disait-elle, à la fin pitoyable de Justine Moritz, je ne vois plus le monde et ses œuvres telles qu'ils m'apparaissaient auparavant. Autrefois, je considérais les histoires de vices et d'injustice que je lisais ou que j'entendais raconter comme des légendes anciennes ou des diableries imaginaires. Du moins, étaient-elles lointaines et plus familières à la raison qu'à l'imagination. Mais maintenant le malheur est venu à notre porte, et l'être humain ressemble à mes yeux à un monstre assoiffé de sang, du sang des autres. Je suis injuste à coup sûr. Tout le monde croyait la pauvre fille coupable. Et si elle avait pu commettre le crime pour lequel elle a souffert, elle aurait été assurément la plus dépravée des créatures humaines. Pour posséder quelques bijoux, assassiner le fils de son bienfaiteur et ami, un enfant qu'elle avait soigné depuis sa naissance et qu'elle semblait aimer comme s'il était le sien. Je ne pourrais consentir à la mort d'aucun être humain, mais je n'admets pas non plus qu'un criminel continue de vivre dans la société des hommes. Justine pourtant est innocente. Je sais, je sens qu'elle est innocente. Tu partages mon opinion, tu me l'as dit. Hélas, Victor, quand le mensonge ressemble à ce point à la vérité, qui peut s'assurer d'un bonheur durable? J'ai l'impression de marcher au bord d'un précipice où sont réunis des milliers de gens sur le point de me pousser parmi les abîmes. William et Justine ont été assassinés et leur meurtrier est en liberté. Il circule librement dans le monde. Peut-être même est-il respecté, même si pour ces mêmes crimes je devrais être condamnée à l'échafaud. Je ne voudrais pas échanger ma place contre celle de ce misérable. J'écoutais ces paroles, la mort dans l'âme. J'étais moi, non pas en principe, mais en réalité, le véritable assassin. Elisabeth avait lu l'angoisse sur mes traits, et elle me prit tendrement la main. « Mon cher ami, dit-elle, tu dois te calmer. Ces événements m'ont ému, et Dieu sait à quel point.
mais je ne suis pas encore aussi malheureuse que toi. Il y a sur ton visage une expression de désespoir, parfois de vengeance qui me fait trembler. Cher Victor, bannis ces sombres passions. Rappelle-toi que tu es entouré d'amis qui mettent en toi toutes leurs espérances. As-tu perdu le pouvoir de rendre les gens heureux? Ah, tant que nous nous aimons, tant que nous gardons notre confiance les uns dans les autres, ici, dans ce pays de paix et de beauté, le terroir natal, nous pouvons espérer la tranquillité. Mais qui pourrait perturber notre paix? Pareil langage, tenu par celle à qui j'attachais plus de prix qu'à n'importe quel autre don du ciel, n'aurait-il pas dû suffire à chasser le démon qui se dissimulait dans mon cœur? Et tandis qu'elle parlait, je m'approchais d'elle, comme mue par la terreur, craignant au même moment que le destructeur ne fût là pour me la dérober. Ainsi, ni la tendresse d'une amitié, ni la beauté de la terre, ni celle des cieux, ne pouvaient délivrer mon âme du malheur. Les accents de l'amour restaient sans effet. J'étais enveloppée par un nuage qu'aucune influence bénéfique ne pouvait franchir. Un cerf blessé traînant ses muscles défaillants vers quelques recoins pour y contempler la flèche qui l'a transpercé et pour y mourir. Voilà à quoi je ressemblais. Et tu aimes Dragon Ball Z? Excusez-moi, j'ai eu un bug de navigateur. Pardon. Parfois, il m'arrivait de résister à mon désespoir. Le tourbillon des passions de mon âme me poussait à chercher dans un exercice physique ou un déplacement une diversion à son mal terrible. Ce fut au cours d'un accès de cette sorte que j'abandonnai brusquement la maison et gagnai les plus proches vallées des Alpes. Dans la magnificence de ces sites éternels, je voulais y chercher l'oubli de moi-même et de mes douleurs éphémères. Mes pas me conduisirent vers la vallée de Chamonix, que j'avais souvent traversée à l'époque de mon adolescence. 6 années s'étaient écoulées depuis. Moi, j'étais une épave, mais rien n'avait changé dans ces paysages sauvages et immuables. J'effectuai à cheval la première partie de mon voyage. Puis je louai une mule, la monture qui a le pied le plus sûr et qui circule le plus aisément sur les routes rocailleuses. Il faisait beau. C'était la mi-août, environ 2 mois après la mort de Justine, l'époque affreuse d'où dataient tous mes malheurs. Le poids qui m'oppressait le cœur s'allégeait au fur et à mesure que je pénétrais plus en avant dans le ravin de l'Arve. D'immenses montagnes et des précipices m'entouraient de toutes parts. Le brouhaha de la rivière grondait parmi les rochers. Les cascades tumultueuses annonçaient le règne d'un être omnipotent. Mais je n'avais plus peur. Je n'étais plus décidée à fléchir, sauf en présence de celui qui avait créé ces éléments et qui les gouvernait. Plus je grimpais, plus la vallée prenait un aspect magnifique et grandiose. Des châteaux en ruines suspendus au bord des précipices, près des montagnes hérissées de sapins, larves impétueuses. Ça et là, des chalets apparaissaient parmi les arbres, tout figuré au décor d'une singulière beauté. Et cette beauté était plus grande encore, plus sublime grâce aux Alpes dont les dômes et les pyramides couverts de neige éclatante dominaient tout. Comme s'ils appartenaient à un autre monde, habité par des êtres d'une autre race. Je franchis le pont de Pélissier où le ravin formé par la rivière s'ouvrait devant moi et je commençai l'ascension de la montagne qu'il surplombe. Peu après, j'entrai dans la vallée de Chamonix. Cette vallée est plus étonnante et plus sublime, mais moins belle, et moins pittoresque que celle de Servox, que je venais tout juste de traverser. Les hautes montagnes neigeuses en forme
les limites les plus proches, mais je n'y voyais aucun château en ruine ni aucun champ fertile. D'immenses glaciers bordaient la route. J'entendis le déroulement de tonnerre d'une avalanche et aperçus la fumée qui s'élevait sur son passage. Le Mont Blanc, le suprême et magnifique Mont Blanc, se dressait au-dessus des aiguilles environnantes, et son extraordinaire sommet dominait toute la vallée. Une sensation de plaisir, depuis longtemps oubliée, m'envahit plusieurs fois durant ce voyage. Une courbe sur mon chemin, un nouvel objet aperçu tout à coup et identifié m'évoquait les jours anciens et ravivait les joies de mon adolescence. Le vent, avec ses accents apaisants, chuchotait des consolations à mes oreilles, et la nature maternelle m'invitait à ne plus pleurer. Et puis, de nouveau, cette influence bénéfique cessa d'agir, et je me retrouvais enchaînée à mes chagrins, submergée par de tristes réflexions. J'éprenais ma monture, m'efforçant d'oublier le monde, mes frayeurs, et par-dessus tout de m'oublier moi-même. Mais bientôt, dans une crise de désespoir, je mis pied à terre et me jetai dans l'herbe, écrasé par l'horreur et par la honte. À la fin, j'arrivai au village de Chamonix. L'épuisement succéda à la fatigue extrême que mon corps et mon esprit avaient endurée. Un court instant, je restai à la fenêtre de ma chambre, contemplant les éclairs livides qui jouaient sur le Mont Blanc, écoutant le rugissement de l'arve qui poursuivait son cours en contrebas. Ces bruits sourds eurent sur mes nerfs à fleur de peau l'effet d'une berceuse. Lorsque je posai ma tête sur l'oreiller, je m'endormis aussitôt, et je rendis grâce au sommeil que je sentais venir et qui me donnait l'oubli.